tous. Tout d'abord, au nom d'EY Algérie, je vous souhaite à tous une excellente année 2022 dans un contexte particulier, donc avant tout avec la santé. Je tenais à vous remercier d'être présent donc à notre événement annuel dédié à la loi de finances. Cette année, pour cette 12e édition, nous avons innové puisque nous sommes sur un événement hybride, donc avec une partie des participants qui sont présents à l'Ayat, à Alger, et les autres participants qui sont présents via notre plateforme Internet, donc à travers l'Algérie et à l'international. Malgré cet événement hybride, bien sûr, nous tenons à conserver une interactivité, hein, des échanges, et bien sûr donc une interactivité 2.0. Donc vous aurez l'occasion soit de poser vos questions à Anis, pour ceux qui ont la chance d'être présents à l'Ayat, ou via le chat, et à ce moment-là, nous y répondrons à la fin de l'événement lors de la session de questions-réponses. Nous tenons aussi à préciser que cet événement est filmé, donc nous tenons, nous comptons sur vous pour arborer votre plus beau sourire, pour pouvoir passer à la télévision. Et nous avons tenu compte aussi en termes d'organisation sur le contenu des suggestions que vous aviez faites l'année dernière. Donc, on a analysé ces retours d'évaluation. Et donc, cette année, on a décidé vraiment de se focaliser sur les mesures concernant les entreprises et les mesures essentielles pour avoir à la fin de cette matinée une vue assez experte sur les nouveautés. Pour rentrer dans le vif du sujet, on avait coutume dans les présentations des années précédentes de dire que la loi de finances était une loi de finances de transition. On avait souvent des mesures, quelques mesures positives, mais qui étaient contrebalancées par des mesures correctives. Cette année, ce qui est important, c'est que malgré le contexte d'incertitude, on peut noter des avancées majeures enfin majeures, en tout cas des avancées intéressantes pour les entreprises, notamment en matière d'IBS et de TAP, ça on le verra plus tard. Donc ça, c'est vraiment un point important cette année. Si on s'arrête un moment de manière synthétique sur les grands agrégats des finances publiques au travers de la loi de finances, grosso modo, on s'aperçoit qu'est-ce qui est prévu dans le budget. On prévoit 60 milliards d'euros de dépenses et 35 milliards de recettes. Donc, mécaniquement, il y a un déficit qui se fait jour. Et donc, il faut réconcilier ce déficit avec quelques mesures donc favorables aux entreprises dont on a parlé. Donc là, on s'aperçoit quand on s'arrête sur l'analyse et la projection à 3 ans, puisqu'on a un plan qui court de 2021 à 2024 sur les finances publiques, on s'aperçoit que on prévoit des recettes budgétaires en croissance sur la plupart des impôts. L'IRG, la TVA, l'IBS. On annonce même une croissance des recettes IBS sur cette période-là de 38%. Donc ça veut dire, là-dessus, en fiscalité, il n'y a pas de magie. Donc soit on mise sur la croissance, et donc ça c'est très bien, c'est une croissance qu'on appelle de nos voeux, et donc effectivement, s'il y a une multiplication des régimes incitatifs à destination notamment des entreprises, la croissance sera au rendez-vous, mais aussi pour arriver à ce niveau de croissance de recettes, on peut penser qu'il y aura aussi un renforcement des contrôles fiscaux. Et voilà, il est important justement d'avoir en tête ces agrégats pour bien pouvoir cerner les dispositions de la loi de finances. Donc, sans attendre, on va rentrer dans le détail de la matinée et des choses sur lesquelles on va axer notre propos. Donc, on va d'abord vous parler de quelques indicateurs économiques et faire un retour aussi sur les mesures majeures de 2021, un flashback. Puis après, on parlera des dispositions sur les entreprises étrangères, les dispositions en matière d'IBS, en matière de TAP. On fera aussi un focus sur tout ce qui concerne taxe d'apprentissage et formation professionnelle. Bien sûr, l'IRG, des mesures aussi fiscales diverses, on en a un certain nombre. Et puis, on finira par des conclusions et perspectives. Et puis, bien sûr, la session de questions-réponses. Bon, je laisse la parole à Anis sur les quelques indicateurs économiques. Merci Bruno, bonjour à tous. Donc je me présente d'abord Anis El manager au sein de l'équipe taxe d'EY Algérie.
Donc, bienvenue à tous et merci d'être venus. Mais merci aux personnes qui nous voient à partir du webcast. Donc, avant d'entamer un petit peu la présentation de principales mesures en matière qui ont été introduites par la loi de finances pour 2022, on va passer en revue rapidement quelques indicateurs économiques, tels qu'on fait habituellement dans notre présentation. Donc, notamment via l'observation d'une inflation qui a fait l'objet d'une croissance importante, donc une inflation qui passe de 2020 à 2021 de 2,4% à 9,3%. Donc ce sont les chiffres de l'ONS. Donc on a aussi notamment une balance commerciale qui a fait l'objet d'un recul assez important, de l'ordre de 10 milliards de dollars, et ceci est principalement dû à une croissance des exportations de biens, qui viennent en fait résorber la balance commerciale par rapport à l'an dernier. Et notamment, en fait, tous ces indicateurs viennent un petit peu s'intégrer dans le plan d'action du gouvernement, un petit peu pour relancer l'économie algérienne, notamment via la mise en place de mesures qui vont favoriser les investissements productifs. Donc là, Bruno va vous faire un petit flashback un petit peu sur l'exercice 2021. Exactement, parce que c'est important de savoir aussi d'où on vient, et notamment sur les réformes législatives et fiscales. Bon, on a vu, il y avait un certain nombre de choses dans les lois de finances pour 2021, la loi de finances complémentaire. On va dire que les trois grands thèmes sur les dernières années qu'on a eu à avoir et qui expliquent aussi des évolutions actuelles, c'est d'abord les réformes sur tout ce qui est euh, décret d'application lié à la loi 51-49. Donc ça, aujourd'hui, on y voit complètement clair. Il y a encore quelques ajouts dans la loi de finances actuelle. Il y a la suppression du droit de préemption. Ça, c'est qui était un point majeur. Et puis la possibilité de courir au financement extérieur. Donc, a été annoncé aujourd'hui. Voilà, on n'a pas plus d'informations que ça, et on espère que au cours de l'exercice 2022, on pourra avoir un éclairage sur le dernier point. Il y avait un deuxième thème qui était important, c'est la loi de 2019 sur les hydrocarbures. On n'avait pas eu les textes d'application, ou en tout cas pas tous. Là, en 2021, on a eu des éclairages. On est sur plus d'une trentaine de décrets d'application. Donc aujourd'hui, on y voit plus clair sur ces aspects-là. Et puis, le dernier aspect où on avait espéré un dénouement en 2021, c'est la refonte du compte des investissements. Nous, on a eu un projet entre les mains qui n'a pas été encore adopté. Je pense qu'il est en train d'être retouché. On devrait y voir plus clair normalement au courant du mois de février. Donc ça aussi, ça peut être un facteur de développement économique intéressant. Après, bien sûr, ça transpire de cette loi de finances. On voit il y a un objectif de diversification de l'économie, un objectif de retour des investissements, avec certains secteurs économiques qui sont prioritaires. Donc, on a les secteurs stratégiques dont on avait parlé pour le 51-49 qui sont maintenus dans le 51-49. Et puis après, on a des secteurs prioritaires. Donc, quelquefois, c'est les mêmes, quelquefois, c'est pas les mêmes. Mais en tout cas, voilà, l'idée qu'il y a une emphase qui est mise sur ces secteurs. Donc, c'est à la fois le secteur pharma, le secteur de l'agro-business et de l'agriculture, le secteur des énergies renouvelables. Et plus généralement, donc des opportunités d'investissement, que ce soit dans les secteurs stratégiques ou non. On le voit, par exemple, avec aujourd'hui un certain nombre de dossiers qui vont voir le jour, qui vont pouvoir sortir, notamment du CNI et de l'ANDI, et qui étaient, entre guillemets, en jachère à ce niveau-là. Et donc ça, c'est important pour l'Algérie et pour le développement de demain de l'économie, et donc tout ce qui a trait aussi à la fiscalité liée à ces projets-là. Sans plus attendre, on va passer au vif du sujet, et on va commencer par les dispositions qui sont applicables aux entreprises étrangères. Je te laisse la parole, Anis. Très bien, merci Bruno. Donc la première disposition que nous allons présenter, c'est une disposition qui a été introduite via les articles 48, 49 et 54 de la loi de finances pour 2022, et qui concerne l'obligation de dépôt de contrats de prestation de services par les entreprises étrangères, au niveau des services fiscaux compétents. Donc cette disposition vient modifier l'article 162 bis du Code des impôts directs, en venant un petit peu généraliser l'obligation faite aux entreprises étrangères qui n'ont pas d'installation fixe ici en Algérie,
qui réalise donc une activité taxable en Algérie de déposer tout contrat ou avenant lié à leur activité taxable en Algérie, et ce dans un délai de 10 jours suivant l'établissement de ces contrats ou avenants. Il y a aussi l'administration fiscale, donc il y a l'obligation dans un délai de 15 jours, suivant le dépôt de ces contrats et avenants, de mettre à disposition de cette entreprise ou de ces entreprises étrangères la position fiscale à appliquer pour l'activité qui sera réalisée en Algérie. Donc auparavant, en fait, donc l'article 162 bis du Code des impôts directs prévoyait une exemption pour les sociétés étrangères qui n'ont pas d'installation fixe ici en Algérie, qui réalisent une activité taxable en Algérie, donc qui était sous le régime de la retenue à la source, ou qui réalisaient cette activité à partir de l'étranger, d'une part, et les entreprises étrangères qui déployaient en Algérie temporairement des experts pour une durée qui ne dépasse pas les 183 jours. Donc pour ces deux sociétés-là, une exemption était prévue pour le dépôt de ces contrats et de ces avenants au niveau de l'administration fiscale. Maintenant, donc via cette modification de l'article 162 bis du Code des impôts directs, donc toutes les sociétés étrangères qui réalisent une activité taxable en Algérie et qui n'ont pas en fait d'installation fixe ici en Algérie ont l'obligation de déposer donc ces contrats au niveau de l'administration fiscale étrangère, donc qui se donne le droit de revoir ces contrats et d'établir si l'activité qui est réalisée en Algérie, donc qui est bien sûr jugée taxable, qui établira donc le régime fiscal qui sera applicable, ou le régime de la retenue à la source, ou le droit commun. Et donc, si donc cette obligation n'est pas respectée dans les délais qui sont prévus, une amende de 500 000 dinars est prévue. Donc on va passer ensuite aux dispositions en matière d'impôt sur le bénéfice des sociétés. Donc la première disposition que nous allons présenter a été introduite par l'article 34 de la loi de finances pour 2022. Donc elle concerne le principe ou la notion de territorialité de l'IBS, qui est un principe selon lequel qui a établi le périmètre en fait d'activités qui sont jugées sujettes à l'impôt sur le bénéfice des sociétés, et notamment donc via la notion de territorialité, en établissant que les activités réalisées en Algérie sont jugées taxables en Algérie. Donc un certain nombre d'activités sont présentées, qui ne sont pas qui est une liste non exhaustive qui est présentée par l'article 137 du Code des impôts directs. Donc ont été rajoutés à cette liste-là. Donc les bénéfices et les produits des revenus qui sont réalisés en Algérie par des sociétés étrangères, donc via les biens qu'ils détiennent en Algérie. Et par ailleurs, donc les bénéfices dont le droit d'imposition est accordé à l'Algérie en vertu d'une convention de non-double imposition, ces bénéfices-là viennent d'être intégrés en fait dans la définition donc de la notion de territorialité de l'IBS. Donc ce que l'administration fiscale cherche à faire ici, donc d'une part, c'est d'éviter les cas de non-double non-imposition, donc en établissant un listing plus exhaustif des cas de bénéfices qui sont sujets à l'IBS en Algérie et qui viennent rentrer un petit peu dans la définition ou dans la notion de territorialité de l'IBS. Et en rajoutant bien sûr le cas des sociétés qui détiennent des biens ici en Algérie et qui génèrent en fait des produits à partir de ces biens qui sont présents sur le territoire algérien. Donc là-dessus, juste peut-être une précision, Anis, parce que voilà, sur l'aspect convention fiscale, on pourrait penser que c'est une nouveauté, mais en fait, c'est quelque chose qui est déjà applicable. Aujourd'hui, l'Algérie a signé plus d'une trentaine de conventions fiscales. Par définition, la convention fiscale prime sur le droit interne. Donc à partir du moment où une convention fiscale s'applique et qu'elle donne le droit d'imposer à l'Algérie, euh, en autonomie de cette convention fiscale, le bénéfice sera de toute façon taxable en Algérie. Donc voilà, c'est bien de l'avoir intégré dans le code, mais de toute façon, c'était une disposition autonome qui n'avait pas besoin forcément d'être retranscrite. Donc on ne peut pas vraiment parler de nouveauté.
Effectivement. Donc on va passer à la disposition suivante, donc qui est la disposition qui a été introduite par l'article 41 donc de la loi de finances pour 2022 et qui porte sur la valorisation donc des opérations qui sont libellées en monnaie étrangère. Donc, cette disposition prévoit le fait que la valorisation des produits et des charges qui sont libellés en monnaie étrangère, donc lors de la détermination du résultat fiscal, donc sont effectuées sur la base du taux de change en vigueur à la date de réalisation de ces transactions. Donc les produits et les charges donc, seront évalués à la clôture de chaque exercice sur la base du dernier taux de change de l'année. En fait, cette disposition vient clarifier un certain point qui se pose pour les entreprises étrangères, notamment qui réalisent une activité ici en Algérie, que ce soit des entreprises étrangères qui ont simplement donc un enregistrement fiscal ou des sociétés étrangères qui se sont donc enregistrées fiscalement en Algérie sur la base d'une requalification de leur activité comme étant un établissement stable. Donc précédemment, donc à l'introduction de cette disposition, aucune disposition du Code des impôts directs n'établissait la façon selon laquelle les entreprises étrangères devaient donc valoriser les produits et les charges qu'elles enregistrent dans leur comptabilité pour déterminer le résultat taxable. Notamment pour les contrats qui sont signés donc avec par ces entreprises étrangères avec des débiteurs algériens pour la réalisation d'activités donc en Algérie et donc qui sont principalement réalisées donc des transactions qui sont principalement libellées en monnaie étrangère. Donc l'ambiguïté qui existait auparavant, c'est le taux de change à appliquer pour valoriser ces produits et ces charges. Avant 2010, donc avant l'introduction l'introduction d'une disposition d'abrogation d'une disposition du Code des taxes sur le chiffre d'affaires par la loi de finances complémentaire pour 2010, on avait en fait une disposition qui nous permettait, pour la détermination de la base imposable à la TVA, d'utiliser le taux contractuel pour enregistrer donc les produits et les charges qui sont enregistrés par ces entreprises étrangères. Le Code des impôts directs ne prévoyait pas en fait de disposition pour établir un moyen de valoriser ces produits et ces charges-là, mais par extension, la disposition du Code des taxes sur le chiffre d'affaires était utilisée pour établir que le taux de change contractuel était le taux de change à appliquer pour valoriser ces produits et ces charges. Donc une fois que cette disposition a été abrogée par la loi de finances complémentaire pour 2010, une ambiguïté donc a existé jusqu'à aujourd'hui. Donc certaines sociétés ont des contrats avec des débiteurs algériens qui prévoient un taux de change qui est fixé par voie contractuelle, et d'autres sociétés étrangères donc ont des contrats qui ne prévoient pas donc de taux de change pour déterminer les produits qui seront facturés par ces dernières. Donc cette disposition vient un petit peu clarifier cette ambiguïté pour bien sûr établir que la date de réalisation de la transaction est la date à utiliser pour valoriser les produits et les charges qui seront enregistrés. Il faut préciser aussi que la date de réalisation est un concept qui n'est pas défini par la doctrine fiscale ou par la législation fiscale. Et par extension, on peut utiliser la date de facturation ou la date de la transaction, qui est un terme qui est défini par la réglementation comptable algérienne, notamment le SCF. Juste peut-être une précision, Anis. Ce qui est intéressant sur ce point, c'est que là, c'est vraiment une clarification qui était nécessaire. On a beaucoup de contrôles fiscaux en cours sur ces sujets. On a réalisé un certain nombre de rescrits pour nos clients puisque le régime n'était pas clair. Donc cette clarification est bienvenue. Bon, après, c'est vrai qu'il y a un débat pour savoir si c'est juste une clarification ou si c'est un changement. Donc voilà, c'est vrai que par rapport à cette approche-là, est-ce que c'est une réforme et c'était pas comme ça qu'on devait traiter les écarts de change précédemment? Il y a tout un débat qui est sur la place et qui va encore gérer les années antérieures. En tout cas, à partir de 2022, on peut dire que on y voit plus clair pour ce futur. Très bien. Vous m'entendez? Très bien.
Donc l'article 33 donc, de la loi de finances pour 2022 vient introduire une modification de l'article 136 bis du Code des impôts directs, donc qui prévoyait que donc précédemment que les bénéfices des groupements étaient sujets à l'IBS. Maintenant, une modification du régime fiscal en fait des activités de groupement en Algérie vient d'être mise en place, en précisant en fait que les groupements donc pour lesquels donc le code de commerce précise les modalités de création, d'organisation et de fonctionnement, donc n'entrent pas en fait dans le champ de l'application de l'IBS. Donc ce qui fait que le groupement en tant que tel n'est pas sujet à l'IBS, mais les membres qui y sont rattachés, donc les entités donc morales indépendantes qui sont parties à ce groupement-là, seront-elles, pour l'activité qui est réalisée dans le cadre de ce groupement, seront donc sujettes à l'IBS, donc imposées à l'IBS séparément. Donc leurs droits donc, seront fixés donc dans le contrat du groupement ou donc à parts égales à défaut de cela. Ensuite, on a, via l'article 50 de la loi de finances pour 2022, donc, qui vient modifier l'article 169 du Code des impôts directs, via la révision de certains seuils de déductibilité de certaines charges, donc qui rentre un petit peu dans la détermination du résultat fiscal, pour la détermination de l'impôt sur le bénéfice des sociétés. Donc on a le premier seuil qui est fixé, donc c'est le seuil de déductibilité pour les éléments qui rentrent en comptabilité, qui sont des éléments de faible valeur, qui est porté à 60 000 dinars, qui était auparavant de 30 000 dinars. Donc ensuite, on a le plafond de déductibilité pour le calcul des annuités d'amortissement des véhicules de tourisme qui passe à 3 millions de dinars. Par la suite, on a aussi le seuil de déductibilité donc des charges relatives aux cadeaux publicitaires qui sont accordés par les entreprises, qui est porté à 1000 dinars et qui est porté aussi dont la déduction est limitée à un total de 50 000 dinars par ces entreprises. On a par la suite les subventions et les dons, donc avec un seuil de déductibilité donc qui est remonté à 4 millions de dinars et donc qui porte exclusivement pour les dons et subventions qui sont accordés au profit des associations à vocation humanitaire. Ensuite, on a les charges de véhicules de tourisme, donc, dont le seuil de déductibilité est fixé à 200 000 dinars, et le seuil applicable pour les frais d'entretien de ces véhicules-là donc, est fixé à 20 000 dinars par véhicule. Et enfin, donc, on a les amendes, confiscations, pénalités contractuelles, qui sont versées à des personnes non imposables en Algérie, qui sont exclues du droit de déduction. Donc auparavant, on avait toute amende, confiscation, pénalité, qu'elle soit contractuelle ou d'ordre légal qui était admise en déduction. Donc maintenant, seulement je reformule, excusez-moi. Donc on avait les amendes d'ordre légal qui n'étaient pas admises en déduction, et on avait l'ensemble des amendes et donc confiscation et pénalités d'ordre contractuel qui étaient admises en déduction. Maintenant, cette déduction est limitée donc aux amendes, confiscation et pénalités donc qui sont imputables donc en Algérie et qui sont facturées donc par des entités de droit algérien. Ensuite, on a l'instauration d'un taux d'IBS préférentiel via l'article 46 de la loi de finances pour 2022, donc qui vient modifier l'article... Bruno ? Oui, tout à fait. Peut-être que là, je peux prendre le relais sur cet aspect-là. Donc ça, c'est vraiment une des mesures importantes, c'est ce taux d'IBS préférentiel lié à l'activité. C'est pas lié à une activité particulière, d'accord? Comme on pourrait le penser, une activité de production de biens, hein. C'est lié à une décision de gestion. C'est-à-dire qu'à un moment, vous allez décider de réinvestir votre bénéfice et vous pourrez, à ce titre-là, bénéficier d'un taux préférentiel d'IBS de 10%. Donc, si vous êtes à un taux d'IBS de 26%, ça fait quand même un différentiel de 16%. D'accord? Donc, ce n'est pas quelque chose qui va se faire automatiquement, qui va se faire pour n'importe quel réinvestissement. Voilà, on a deux biais qui sont indiqués ici. Donc, c'est soit l'acquisition d'équipements de production, soit l'acquisition d'actions ou de parts sociales ou de titres assimilés. C'est-à-dire que demain, quand vous allez faire un investissement, que ce soit sous la forme d'équipement
ou sous la forme d'acquisition d'actions, vous allez pouvoir bénéficier de ce régime-là. Bon, quand vous achetez des actions, c'est sous réserve de prendre quand même 90% du capital d'une autre société qui fait aussi une société de biens, de travaux ou de services. Ce qui est important là, c'est que c'est un signe quand même qui est donné aux entreprises de dire, si vous réinvestissez votre bénéfice, à ce moment-là, vous allez pouvoir en tirer un avantage fiscal. Donc ça, c'est applicable à compter des exercices 2022 et suivants. Donc ça veut dire que on peut penser aussi que ça peut booster un peu ce qu'on appelle le secteur des M&A, des acquisitions. C'est-à-dire que à partir du moment où vous voulez faire de la croissance externe, vous allez racheter une société peut-être dans la même activité que vous, de production de biens ou de services. Et à ce moment-là, au titre de cette acquisition-là, elle va être entre guillemets financée par cet avantage fiscal de différentiel d'IBS entre le taux normal et ce taux préférentiel. Donc ça, c'est un signe intéressant qui est envoyé au marché sur le réinvestissement. D'accord. Donc c'est-à-dire je ne mets pas en réserve, je ne distribue pas aux actionnaires, mais par contre je réinvestis pour la production de la structure. Donc ça, un point intéressant sur ce volet réinvestissement et donc taux préférentiel d'IBS à 10%. Via l'introduction de l'article 45 et 46 de la loi de finances 2022, qui viennent modifier encore une fois l'article 150 du Code des impôts directs, donc ils viennent en fait établir dans le cas où une société réalise de manière concomitante plusieurs activités donc qui relèvent de différents taux en matière d'impôt sur le bénéfice des sociétés. Donc les bénéfices imposables au titre de chaque taux seront déterminés suivant la quote-part donc des chiffres d'affaires qui seront réalisés, déclarés ou imposés pour chaque activité. Donc précédemment, donc on avait l'obligation d'avoir une comptabilité séparée pour bénéficier pour bénéficier en fait du droit d'utiliser plusieurs taux d'imposition à l'IBS. Donc maintenant, il suffit simplement de justifier qu'on déclare en fait donc l'IBS au taux de l'activité en question, selon la quote-part au chiffre d'affaires réalisé pour chacune de ces activités-là. Bruno. Non, là-dessus, effectivement. Donc, on a ce taux de retenue à la source de 5%, donc, qui a fait couler beaucoup d'encre pour savoir comment il allait s'appliquer. Et en fait, parce qu'il y avait une exonération qui était prévue, là, on parle d'un taux de 5%, mais de toute façon, qui va être déductible de la base IBS. Donc, au final, je dirais pas que ça va être indolore, sauf si vous êtes en situation de déficit, mais voilà, c'est pas une mesure majeure d'impact fiscal comme ça a pu être mis en avant par un certain nombre d'intervenants et de spécialistes. Voilà, juste une petite précision. Brûlant, en fait, c'est le taux de retenue à la source qui est fixé sur les dividendes qui sont distribués entre personnes morales résidentes. Oui, Donc, exactement. qui a une retenue à la source effectuée en matière d'IBS sur les dividendes qui sont transférés entre personnes morales résidentes, et donc la personne bénéficiaire de ces dividendes-là pourra donc déduire l'IBS qui aura été retenu à la source initialement, le déduire de sa base imposable à l'IBS. Et étant donné que sur les dividendes, normalement le taux classique, il y avait eu un alignement des taux, des taux, c'était 15%, d'accord? Un non-résident et un résident. Et donc là, on est effectivement, c'est particulier, c'est une distribution entre personnes morales résidentes. Très bien, on va passer aux dispositions en matière de taxes sur l'activité professionnelle. Donc l'article 59 de la loi de finances pour 2022 vient modifier les articles 219, 220 et 222 du Code des impôts directs. Donc tout d'abord en excluant du champ d'application de la TAP donc les chiffres d'affaires réalisés par les entreprises du secteur de la production. Donc toute société qui réalisait une activité de production et dont le chiffre d'affaires était sujet à une TAP de 1%. Donc ces chiffres d'affaires sont maintenant exclus du champ d'application de la TAP. Donc bien sûr, le chiffre d'affaires doit tout de même être déclaré dans les déclarations fiscales mensuelles, mais il doit être déclaré comme chiffre d'affaires donc exonéré. Et bien sûr, les sociétés doivent être en mesure de justifier
la nature de ce chiffre d'affaires-là, pour bénéficier bien sûr donc de cette exonération. Par ailleurs, on a le taux de TAP normal qui est passé de 2 à 1,5%, qui a été ramené à 1,5%. Donc la TAP était un grand problème pour beaucoup de sociétés parce que c'est une taxe qui va frapper directement le chiffre d'affaires, qui va frapper la marge de ces sociétés, et notamment via un effet cascade. Généralement, quand on a plusieurs plusieurs paliers de sous-traitance, on a la TAP qui s'applique à chaque fois. Donc la TAP a été maintenue, mais bon, elle fait l'objet d'un taux qui a été réduit à 1,5%. Et les autres abattements, tels que l'abattement de 30% sur l'activité de vente en gros, ont été maintenus. Un nouvel abattement a été introduit, qui est à hauteur de 50% et qui porte en fait sur les opérations de vente, donc au détail, je précise, qui porte sur les médicaments, à la double condition que ces médicaments soient classés comme biens stratégiques par le gouvernement, et dont la marge de vente est établie entre 10 et 30%. Là, peut-être une précision sur l'exonération de TAP, parce que là aussi, il y a des débats. Donc, a priori, donc, cette exonération ne concerne que la production de biens et donc pas la production de services. C'est vrai que les dernières années, on a vu des incitations à la production locale, la production en Algérie de biens et de services. Donc là, a priori, cette mesure ne concerne que les productions de biens. Ce qui veut dire que on laisse quand même tout un pan de l'activité algérienne en dehors de ce dispositif d'exonération. Donc nous, on appelle plutôt de nos voeux que ça soit étendu aussi aux services, étant donné que dans cette perspective de diversification et ce souhait de diversification de l'économie algérienne, on doit aussi sans doute mettre l'emphase sur le secteur tertiaire et donc le secteur des services. Et donc l'idée peut-être ici, ça serait de voir dans quelle mesure cette mesure pourrait être étendue aux services. Donc, on attend les textes d'application. On ne pense pas que ça va être inclus dans les textes d'application et que ça va être juste à ce stade uniquement cantonné aux activités de production de biens. Mais voilà, on va militer en tout cas pour que ça soit étendu à toutes les productions locales. Très bien, on va passer aux dispositions en matière de taxes d'apprentissage et de formation professionnelle. Donc, on a via l'article 56 de la loi de finances pour 2022 une codification donc de l'obligation déclarative donc des taxes d'une part, de la taxe de formation professionnelle d'une part et de la taxe d'apprentissage d'autre part. Donc, qui étaient des dispositions qui n'étaient pas codifiées. La définition en fait du terme masse salariale vient être apportée donc via la création de l'article 196 et 196 donc octies du code des impôts directs. Donc d'une part la définition du terme masse salariale qui vient inclure donc l'ensemble des éléments de rémunération des employés à l'exclusion donc des charges sociales. Et tout en précisant aussi que la taxe, donc les taxes, donc la taxe d'apprentissage et la taxe de formation professionnelle ne concernent pas donc pour les entreprises étrangères qui réalisent une activité ici en Algérie, les employés étrangers qui ont en fait sur la base donc de la loi qui régit l'activité réalisée par qui régit le travail des employés étrangers. Donc, qui ont vocation à former les employés, donc les employés algériens, automatiquement donc leur masse salariale, la proportion de la masse salariale qui concerne les expatriés pour les sociétés étrangères qui réalisent une activité ici en Algérie, donc ne sont pas sujets à cette taxe-là. Ensuite on a la masse salariale qui, comme je l'ai dit précédemment, représente les rémunérations brutes, donc versées aux employés avant déduction des cotisations sociales et bien évidemment de l'IRG. Et donc on a bien sûr ces articles-là qui viennent encore préciser que l'exonération de la taxe de formation professionnelle est accordée pour les employeurs qui disposent de moins de 20 employés. On va passer ensuite aux dispositions en matière d'impôt sur le revenu global, donc l'IRG. Donc on a d'une part, cette disposition est introduite par l'article 31 de la loi de finances pour 2022.
en modifiant l'article 104 du Code des impôts directs. Donc tout d'abord avec une réinstauration de la globalité de l'IRG, donc d'une part à travers la généralisation donc de l'imposition au domicile fiscal. Donc les personnes qui sont sujettes à l'IRG donc seront maintenant sujettes à l'IRG au lieu d'imposition dans le lieu d'imposition qui relève de leur domicile fiscal. Donc on avait en l'occurrence certaines personnes qui faisaient l'objet de revenus locatifs en l'occurrence, ou d'autres revenus tels que les plus-values sur cession de biens immobiliers. Donc maintenant, le Code des impôts directs vient préciser que l'imposition est faite au niveau du domicile fiscal de ces personnes. Ensuite, d'autre part, on a la suppression du caractère donc libératoire de l'imposition pour certaines catégories de revenus. Et principalement, en fait, cette disposition, ce qu'elle vient faire, c'est qu'elle vient revoir donc le barème de l'IRG en introduisant plusieurs paliers. Donc on a un palier à 0%, un palier à 23%, un autre palier à 27%, à 30%, à 33% et à 35%. Donc selon nos simulations, on a une économie d'impôt qui est accordée aux employés, et cette économie d'impôt va un maximum pour les revenus assez élevés, elle va jusqu'à 8800 dinars environ. Et bien évidemment, donc on a les revenus qui sont égaux ou inférieurs à 30 000 dinars qui ne sont pas sujets à l'IRG, qui est une disposition qui a été maintenue, bien évidemment. Bruno, tu as quelque chose à rajouter ici ? Non, sur les RG, ça me semble clair. Voilà, c'est juste aussi ce que je disais en introduction, c'est que on, on- on envisage dans la perspective budgétaire de 2021-2024 une croissance des recettes sur l'IRG, donc ça va avec ce dispositif-là. Et sans doute aussi un renforcement des contrôles fiscaux sur ces sujets-là. Est-ce que ça veut dire aussi que on veut intégrer une partie de l'informel dans cette assiette de l'IRG? Voilà, le débat reste entier. Aujourd'hui, on n'a pas de réponse et on va voir ce qui va se passer au cours de 2022 sur ces sujets-là. Très bien. Donc on va maintenant présenter des dispositions fiscales diverses. Donc la première disposition, c'est une disposition qui a été introduite par l'article 53 donc, de la loi de finances, et, donc, qui vient en fait apporter certaines clarifications quant au taux de taxe à appliquer ou au régime fiscal à appliquer dans le cadre donc, de contrôles fiscaux qui concerne en fait les contribuables qui ont bénéficié en fait d'avantages fiscaux ou qui bénéficient donc de dispositions conventionnelles avantageuses par rapport à ce qui est prévu par les dispositions de droit commun. Donc en fait, ce qui vient être précisé via cette disposition, via l'article 190 bis donc du Code des impôts directs, c'est que si une société a d'une part fait l'objet, donc a bénéficié d'avantages fiscaux, notamment en enregistrant un investissement au niveau de l'ANDI, donc pour bénéficier de certains avantages fiscaux, ou une société donc, qui, dans ses transactions, a sollicité l'administration fiscale en sollicitant bien sûr l'avantage donc de dispositions conventionnelles. Par exemple, si une société a fait l'objet d'une prestation de service qui a été réalisée par une société étrangère et donc elle a demandé le bénéfice donc le bénéfice de dispositions conventionnelles. Automatiquement, si donc un écart de rapprochement est enregistré lors d'un contrôle fiscal entre ce qui a été donc entre les opérations qui ont été effectivement réalisées et enregistrées dans la comptabilité de la société et ce qui a été déclaré par cette dernière, ces insuffisances-là donc feront l'objet d'un rappel de droit et bien sûr des majorations qui en découlent. Et donc, donc ces sociétés-là ne bénéficient plus donc, des avantages fiscaux qui sont accordés ou par les dispositions conventionnelles ou accordés par donc des avantages fiscaux qui sont accordés par le droit commun. Par ailleurs, donc, on a aussi la disposition qui a été introduite par l'article 54 de la loi de finances pour 2022.
donc avec l'instauration d'une amende fiscale qui est à hauteur de 2%, donc du chiffre d'affaires annuel, donc en cas de défaut de production de l'État client donc pour les sociétés qui sont sujettes à cette déclaration qui porte sur les ventes en gros. Donc le défaut maintenant de dépôt de cette déclaration fera l'objet, donc le défaut de dépôt fera l'objet donc d'une amende fiscale à hauteur de 2% du chiffre d'affaires. Ensuite, on va passer donc à une reconduction de l'application du taux réduit de TVA qui est faite systématiquement, régulièrement via les lois de finances pour venir un petit peu, pour booster un petit peu les activités touristiques, hôtelières, thermales, de restauration et touristique, donc pour bénéficier du taux réduit qui est à hauteur de 9% en matière de TVA. Et enfin, donc on a le seuil donc, pour la suggestion à l'impôt forfaitaire unique, donc qui est ramené de 15 millions de dinars à 8 millions de dinars. Donc si certaines sociétés ont des fournisseurs qui n'étaient pas assujettis à la TVA précédemment, qui avaient un chiffre d'affaires qui était entre les 15 et 8 millions de dinars, ces sociétés seront maintenant assujetties à la TVA. Peut-être sur ce point-là, parce que c'est pour ça que quand je disais en introduction que c'était, on voyait plutôt des mesures favorables, ou en tout cas certains indices sur la TAP et sur l'IBS qui pouvaient laisser à penser que voilà, on allait vers un régime plus favorable pour les entreprises. Voilà, si on devait aujourd'hui présenter la loi de finances aux professions libérales, sans doute on n'aurait pas la même approche, hein, d'accord, puisqu'elles sont exclues du champ d'application de l'IFU. Et donc voilà, c'est aussi le balancier qui se fait avec sans doute une emphase fiscale, les incitations plutôt aux entreprises commerciales plutôt qu'aux professions libérales. Très bien. Donc ensuite, on a l'introduction d'un acompte donc de 2% sur l'ensemble des transactions qui sont réalisées par les importateurs de biens destinés ou de marchandises qui sont destinées à la revente en l'état. Donc qui est un acompte en matière d'IBS, bien sûr à hauteur de 2%, qui est établi donc sur la valeur des marchandises qui sont importées. La valeur, bien sûr, n'inclura pas les droits additionnels provisoires de sauvegarde. Et donc, en fait, c'est cet acompte en matière d'IBS qui est donc versé en matière comme en matière de droits de douane, sera déductible par cet importateur-là une fois que la vente sera réalisée. Donc, sera déductible dans la détermination du résultat fiscal une fois que la vente sera réalisée. Ensuite, enfin, donc, via l'article 110 donc, de la loi de finances 2020, donc, on a la responsabilité en cas de manœuvre frauduleuse qui est étendue aux représentants légaux donc, des personnes morales. Donc, si donc, des personnes morales ont fait l'objet donc ont réalisé des manœuvres frauduleuses qui ont été avérées et confirmées, donc les représentants légaux de ces dernières seront donc pareillement responsabilisés et donc dans ces cas-là, ils seront également reportés dans le fichier national des fraudeurs, donc dans les mêmes conditions que les personnes morales qu'ils représentent. Très bien. Donc on va passer à une conclusion qui va être présentée par Bruno et je vous remercie. Oui, ce qu'on peut dire en conclusion, donc c'est ce que j'avais dit déjà en liminaire, c'est qu'on sent qu'il y a des mesures favorables. On est quand même dans un contexte d'incertitude, dans un contexte de pandémie, dans des contextes de difficultés économiques, et malgré ces incertitudes, on note quand même un certain nombre de points positifs pour les entreprises, notamment au niveau IBS et TAP. Après, ce qui est important peut-être, et la question qu'il faut qu'on ait, c'est quoi la fiscalité algérienne dans une économie post-Covid, d'accord? Et donc, on voit quand même qu'il y a une prééminence qui est faite, une incitation sur la production de biens. Donc, ça, c'est sûr. Et on le revoit encore dans le cadre de cette loi de finances. Donc, il faut avoir en tête quand même qu'il y a une compétition qui s'organise, et notamment sur euh,
la relocalisation des chaînes de valeur mondiales. D'accord? Et donc, à ce titre-là, l'Algérie doit tirer son épingle du jeu et pouvoir s'insérer dans ce dispositif de réorganisation mondiale. Et donc ça, c'est un des points majeurs peut-être de croissance sur les années prochaines et notamment qui peut impacter la fiscalité et donc qui peut augmenter les recettes d'IBS comme ça avait été indiqué et des autres agrégats fiscaux. Après, il y a aussi l'importance de l'entrepreneuriat. On l'avait vu l'année dernière au niveau l'insertion de régimes favorables pour les startups. Donc, on peut militer justement pour ce développement d'un entrepreneuriat fiscalement attractif. Après, il y a aussi le développement des activités de sous-traitance, c'est-à-dire on veut diversifier l'économie, on veut sans doute mettre en place une activité industrielle importante. Peut-être que le préalable, c'est justement tout ce qui est sous-traitance industrielle pour comme phase de démarrage avant une industrie majeure. Après, ce qu'il faut noter aussi, c'est les incitations fiscales renforcées pour l'exportation. Donc là, on n'en a pas parlé dans le cadre de la loi de finances, mais ça transpire quand même des textes qu'on a eus au cours de l'exercice 2021. Et donc ça, il y a ce point qui est mis en exergue. Et donc, les incitations fiscales, les incitations en termes d'autorisation et de facilitation des exportations. Et puis après, le point qui est important aussi, c'est les investissements directs étrangers. Donc voilà, où on en est. On sait que le continent a souffert. C'est pour ça que on a mis sur le slide aussi l'étude qu'on fait qui s'appelle l'étude sur l'attractivité de l'Afrique. Donc voilà, on n'a pas mis la carte de l'Afrique pour un hommage à la CAN et au match couperé demain des Fennecs contre la Côte d'Ivoire, mais c'est plus pour l'étude qu'on fait chaque année. D'accord? Et où on voit autour de cette étude qu'il y a un certain nombre de choses qui vont sans doute être transformatifs au niveau du continent. Donc souvent on dit les chaînes de valeur Algérie vers l'Europe, etc. Mais sans doute au niveau du continent africain, il va y avoir un certain nombre de choses qui vont se passer et quelques révolutions fiscales. Vous voyez, par exemple, la mise en place de la ZLECAf. Donc c'est un événement qui n'est pas passé inaperçu, mais du fait de la pandémie qui a eu sans doute moins d'écho que ce qui était prévu, c'est un axe majeur de développement, c'est-à-dire cette zone de libre-échange continentale africaine. Ça veut dire la revisitation des droits de douane, ça veut dire la multiplication des échanges et donc, voilà, des problématiques aussi de localisation des bénéfices, des marges entre les pays africains. Donc ça, sans doute, il va y avoir là-dessus des avancées sur 2022 sur des sujets comme ça. Donc voilà ce qu'on avait à vous dire sur la fiscalité des entreprises. On parlait d'une interactivité 2.0, là ça a été vraiment le cas, puisqu'on a quand même eu des échanges riches sur les questions notamment de TAP, d'IBS, de taux préférentiel à 10%. Donc ça, merci à tous pour votre implication dans la réussite de cet événement. Merci aussi à l'équipe d'organisation, merci à Nour. Qui est notre responsable événementiel, donc qui nous a aidé sur cet événement. Merci au support technique aussi de notre prestataire. Merci à Anis pour ta prestation et bonne continuation à tous et encore meilleurs vœux pour 2022. Je ne sais pas, Anis, si tu voulais dire un mot de conclusion. Non, je voulais juste remercier Abdelrahman Menna, qui est un collaborateur qui a préparé cette présentation. Parfait. Merci à tous et bonne journée, à bientôt.